Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Vinciane, bonjour Asni, bonjour Juliette. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à ce premier épisode des Design Bento Box de l'année. Du coup, bonjour à tous les participants. On est ravis de vous et participantes. On est ravis de vous retrouver. N'hésitez pas à interagir dans le chat si vous le souhaitez. Moi, je m'appelle Jordan. Je suis chargé de communication au laptop. Le laptop qui est donc un centre de formation dédié au métier de l'UX design. Donc, on a des formations en UX design, en UI, en design, en UX writing, en UX research. Tout un tas de formations. Je vais vous mettre le lien vers notre site internet pour ceux qui ne connaissent pas dans le chat. Mais je ne vais pas m'attarder plus sur le sujet. Aujourd'hui, on est là pour parler de management d'équipe de design ou de designing avec Asni, Vinciane et Juliette, qui vont revenir sur leur expérience en tant que designing chez OBS. Donc, ils reviennent sur leur expérience, vont vous le dire, en leur nom propre, qui vont partager les succès, les échecs, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour que vous puissiez, vous aussi, si c'est votre cas, mettre en place une telle démarche. Dernier point avant de commencer, vous avez donc le chat pour interagir. Je vois que ça fonctionne très bien, c'est parfait. N'hésitez pas à l'utiliser pour partager des liens, par exemple, si vous avez des ressources intéressantes. Vous avez, pour poser vos questions, l'onglet questions, dans lequel vous pouvez vous rendre et proposer directement vos questions, mais aussi voter pour les questions des participants si vous n'avez pas de questions à poser en particulier. À la fin de l'événement, ou peut-être pendant, en fonction des questions, on répondra à ces questions. Dernier onglet, l'onglet sondage. Voilà, quelques sondages de prévus pour vous que vous pouvez remplir durant l'événement. Voilà, donc c'était tout pour moi. Asni, Vinciane et Juliette, je vous laisse la parole. Et on a la chance aujourd'hui d'ailleurs d'avoir Juliette qui va nous récapituler l'événement sous forme écrite. Voilà. Exactement. Merci. Alors, bonjour à tous. Alors, moi, je suis Asni, je suis lead designer chez OBS. Aujourd'hui, on a Juliette, qui est UI designer aussi également chez OBS. Donc, comme tu l'as mentionné, Jordan, elle est aussi sketchnoteuse. Donc, elle va aujourd'hui, en fait, donc on n'a pas fait de slide. Elle va illustrer, en fait, les points clés de notre présentation pour qu'à l'issue du talk, vous ayez un petit support. Et puis, enfin, Vinciane. Oui, bonjour à tous, Vinciane, donc je suis UX designer chez Nickel et jusqu'à octobre 2022, j'étais aussi du coup lead design chez OBS avec Asni. C'est ça. Alors, j'imagine que ça vous est déjà arrivé, en tout cas les personnes qui sont présentes aujourd'hui, ou ça risque de vous arriver, qu'on vous propose un nouveau poste avec des super enjeux. Vous acceptez bien évidemment et passé l'euphorie, c'est le questionnement et le stress qui arrivent parce que vous ne savez pas trop comment faire, par quoi commencer. En fait, c'est ce qui nous est arrivé il y a pile poil un an avec Vinciane au sein d'OBS. Je remets un petit peu de contexte pour ceux qui ne savent pas. OBS, c'est Orange Business Service. C'est une filiale d'Orange orientée B2B. En gros, c'est une grosse ESN, pour faire simple, hein, parce que c'est un peu plus complexe que ça, avec des consultants, mais aussi des équipes dédiées, des équipes produits. Et moi et Vinciane, on a été recrutés, il y a un peu plus d'un an, même presque deux, en tant que UX UI designer, initialement, pour être à 100% sur des projets internes à Orange et parfois externes, comme un peu une agence. Donc, on est amené à travailler sur des projets hyper différents, des projets donc internes ou externes, plus ou moins longs, avec des clients totalement différents. Et donc, il y a pile point un an, il y a eu une réorganisation au sein d'OBS. Donc, je vais vous passer les détails. Mais globalement, il y a eu un gros changement au niveau management. Donc, on a eu un nouveau manager, une manageuse en l'occurrence, personne qu'on connaissait déjà. Il y a eu aussi son lot de chamboulements, parce que c'est souvent le cas. Alors, pas toujours lié à ce changement de management ou de réorganisation, mais aussi parce qu'on a passé un cycle et ça a un petit peu chamboulé l'équilibre de l'équipe. Donc, je reprécise l'équipe de Paris, Design de Paris. Et donc, notre nouvelle manager nous a proposé, à moi et Vinciane, de reprendre la partie avant-vente et staffing, donc de l'équipe de Paris d'OBS. Alors, moi, j'étais plus, comme il fallait en fait un référent pour chaque partie, c'était plus simple que moi. Enfin, en tout cas, moi, j'ai été
on m'a proposé d'être plutôt lead staffing. Donc globalement, c'était m'occuper du planning des designers, de mettre en lien les bons designers pour chaque projet, faire le lien entre, le bon match globalement, mais aussi de récolter les briefs de ces fameux clients et pour que le designer puisse commencer sa mission, son petit projet dans les meilleures conditions. Et puis Vinciane, elle était plus orientée, donc le contact lead avant-vente. Et les avant-ventes, globalement, c'est proposer une méthodologie et un chiffrage précis à un appel d'offres. Donc un peu comme une agence, quand les commerciaux proposent un accompagnement, un discours et un chiffrage lors d'un appel d'offres, c'est ce qu'on fait pour des appels d'offres externes, des clients externes. Donc, notre manager nous propose, on accepte bien évidemment parce qu'on est super content. Déjà, on avait un peu la même vision que notre manager. On savait qu'on avait envie de mettre les mêmes choses en place. On savait on se disait qu'on avait l'opportunité d'améliorer notre quotidien et celui de l'équipe, valoriser notre travail au sein d'une boîte. Il faut le rappeler, OBS, le design, ce n'est pas du tout le cœur de métier de l'entreprise. Donc, il y avait pas mal de chantiers à mettre en place. Bon, c'était cool, mais on s'est rendu compte, en fait, que lorsqu'on a pris le poste, qu'on n'avait aucune doc, pas vraiment de passation, on ne savait pas trop à qui s'adresser, on était un petit peu perdus. Et puis, il y a quelques mois, en fait, en regardant ce qu'on a mis en place, en prenant du recul, et aussi en échangeant avec les designers, on s'est rendu compte de ce qu'on a mis en place, de nos succès, et aussi où on s'est royalement planté. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, en fait, pour un peu vous parler de notre expérience, mais pas que, aussi pour vous apporter quelques billes. Si ça peut aider une personne au moins dans l'audience, ça peut être déjà cool. Je devrais pas normalement vous dire ça, mais en fait, normalement, on est censé commencer par une stratégie quand on se lance dans ce type de poste. En fait, on n'en avait pas vraiment. Bon, j'exagère un peu, disons qu'on n'avait pas trop de principes, on n'avait pas trop mis de principes. Heureusement, on est des designers, donc finalement, on a mis en place des choses. Enfin, on a fait notre travail de designer, globalement, c'est tout ce qu'on a fait. Et on va vous expliquer précisément ce qu'on a mis en place. Oui, alors du coup, je prends le relais. Comme disait Asni, on n'avait pas vraiment de stratégie ou ligne directrice, mais en fait, on s'est rendu compte en regardant en arrière que petit à petit, qu'on avait mis en place une stratégie un peu, une méthode de design. C'était plus facile pour nous dans un sens parce qu'en fait, on n'était pas nouvelle dans l'entreprise ni nouvelle dans l'équipe. On faisait partie de cette équipe design, donc en fait, on a commencé tout simplement quand on a pris un peu ses responsabilités par lister les plus et les moins de ce qui fonctionnait aujourd'hui et à ce moment-là, en tout cas, de ce qui fonctionnait un peu moins et de ce qu'on aimerait mettre en place parce que forcément, en faisant partie de l'équipe, on avait déjà des petites idées. Et puis, on a surtout fait le travail d'échanger avec les autres designers de l'équipe parce qu'on échangeait comme ça au quotidien, mais on travaillait tous sur des produits et des projets hyper différents avec des clients différents, donc on ne travaillait pas vraiment ensemble. Donc, c'était important pour nous aussi d'apprendre à connaître un peu tout le monde. Et Asni avait fait ce travail notamment pour commencer d'échanger avec chaque designer et on s'était fait un tableau Notion. On va parler pas mal d'outils Notion pendant le talk. On n'aura pas le temps de tout vous montrer, c'est peut-être un peu dommage, mais en tout cas, si ça peut intéresser certains, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message après sur LinkedIn, on vous enverra avec plaisir les templates. Mais donc, Asni avait fait ce travail un peu informel d'aller passer 10 minutes avec chaque designer pour essayer de comprendre ce qu'il savait faire à ce moment-là, sur quoi il avait envie de monter en compétences. Une colonne qui était très importante pour nous aussi, c'était ce qu'il avait plus envie de faire pour essayer de ne pas donner des projets aux gens qui ne les motivent pas plus que ça. Et puis aussi dans quelle entreprise ou sur quel type de projet il avait déjà travaillé, en se disant que ça serait plus simple pour nous s'il y avait un projet, je ne sais pas, dans la finance. Si quelqu'un a déjà travaillé dans la finance à un moment, logiquement, peut-être que ça pourrait l'intéresser aussi à ce moment-là. Donc ça, c'était vraiment la première chose qu'on a mis en place, c'était juste faire l'état des lieux par rapport à ce que nous, on avait comme vision de l'équipe à ce moment-là. Après, on est rentré dans une phase un peu d'observation et d'immersion. C'est pour ça qu'on dit qu'en fait, on a suivi un peu une méthode de design parce qu'on est parti de ce qui se faisait. On a essayé d'observer et de comprendre ce qui se faisait à ce moment-là avant de mettre en place des choses. Donc, on a observé un peu le fonctionnement du staffing. Donc, comme disait Asni, en fait, il y avait eu une réorganisation. Donc, le staffing était géré pour les 3 équipes en France, pas que l'équipe parisienne, mais aussi pour Nantes et Lyon, mais par un seul manager au moment où nous, on a repris cette mission. Et donc, on a essayé de comprendre comment ça fonctionnait jusqu'à maintenant, comment était organisé le staffing, comment les designers étaient répartis
sur les projets, enfin voilà, essayer de comprendre un peu tout ça, et puis aussi de comprendre comment on allait pouvoir se coordonner pour la suite, comment ça allait fonctionner avec un nouveau manager, enfin du coup 2 nouveaux managers, parce qu'il y avait un manager par pôle. Voilà, donc ça c'était la première phase d'observation pour le staffing. On s'est renseigné aussi un petit peu sur le client, entre guillemets, donc sur OBS, puisque en fait, quand on était designer dans l'équipe, pour nous, l'avant-vente, on ne savait pas forcément ce que c'était. Enfin, on en entendait parler forcément, puisque tous nos projets venaient d'avant-vente, mais on n'avait pas forcément de visibilité sur comment ça se passait, qui étaient les interlocuteurs. Donc, il a fallu qu'on comprenne un petit peu toute cette mécanique. Qui sont les interlocuteurs, comment ça fonctionne, quelles sont les réponses qu'on propose en avant-vente en général, et plus particulièrement en design. Et puis, quelle était, s'il y en avait une, la stratégie design d'OBS à ce moment-là. Avec tout ça, donc sur la partie staffing et avant-vente, il fallait qu'on comprenne aussi, nous, notre rôle, où se situait notre rôle et quelle était notre marge de manœuvre. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, jusqu'où on peut aller, entre guillemets, dans les petits changements qu'on avait déjà en tête et qu'on voulait faire, et surtout, qu'est-ce qu'on attend de nous sur ces 2 missions. Grâce à tout ça et à toute cette observation, on a pu faire un peu un constat sur 3 parties, sur le staffing, l'avant-vente, mais aussi sur l'équipe, comment fonctionnait l'équipe à ce moment-là. Et on en a ressorti un peu des plus et des points positifs et des points d'amélioration ou des points un petit peu plus négatifs. Au niveau des plus, on vous en donne quelques-uns juste pour que vous ayez une idée, mais l'équipe, déjà, on avait une équipe qui s'entendait et qui s'entend toujours. On va beaucoup parler au passé pendant le talk parce que c'était au moment où on a pris ces missions-là, mais une équipe qui s'entend très très bien, des très bons profils de designers et surtout des designers qui sont hyper volontaires, qui avaient envie de faire plein de choses, donc ça, c'était top. On avait aussi une base de données de design qui était très très riche, qui existait déjà, donc on avait beaucoup de templates, beaucoup de documents pour nous aider à construire nos ateliers, des templates de restitution, etc. Donc il y avait vraiment une grosse base de données et surtout une grosse envie de garder du lien entre les designers, parce que comme on vous disait, on était un format ESN/agence un peu hybride, donc on travaillait tous sur des projets hyper différents, mais en fait on travaillait quand même au même endroit, on n'était pas envoyés chez les clients, et donc il y avait quand même cette envie de garder ce lien entre les designers. Au niveau des moins ou un peu des points d'amélioration qu'on avait identifiés tout de suite, c'était déjà une première chose avec les rituels, certains rituels qui avaient des objectifs peu clairs pour l'équipe. C'est toujours le problème avec les rituels qu'on met en place. On les met en place et puis on se rend compte peut-être 2, 3, 6 mois après que finalement ils ont peut-être plus de sens ou qu'il faut les revoir un petit peu ou revoir l'objectif. Là, il y avait certains rituels où on n'était plus très sûr de pourquoi on avait mis ce rituel-là. Il y avait aussi un point qui était remonté des designers, c'était qu'il y avait peu d'accompagnement au lancement de certains projets. Il faut savoir que des fois, on était seul designer sur un projet avec un client, chez un client. Et donc, il fallait aussi gérer cette partie un peu gestion de projet, etc. Donc, certains designers disaient, voilà, on manque un petit peu d'accompagnement au lancement des projets. On avait peu de visibilité aussi sur les avant-ventes. Comme je vous le disais, nous, en tant que designer, on ne savait pas du tout comment ça se passait, ni quelles étaient les avant-ventes en cours ou quoi que ce soit. Et puis, le dernier point qui était un peu un point d'amélioration, c'était qu'il y avait un équilibre ressenti comme étant mauvais entre les projets créatifs et les projets un peu moins créatifs. Nous, on avait des projets internes, externes. Forcément, on a toujours des projets qui sont un plus intéressant et un peu moins intéressant et c'est le jeu, mais en tout cas il y avait ce ressenti de l'équilibre est peut-être pas forcément hyper bon. Donc ça, c'était le constat. Donc vraiment, on a fait toute cette phase d'observation, un peu d'immersion dans les rituels qui existaient. On a fait notre constat et tout ça, c'était infusé aussi de la vision de notre manager, puisqu'il y avait cette volonté de switcher un petit peu la vision. Au moment où on a pris cette mission, on avait l'impression que c'était plutôt une approche stratégique UX qui était pour l'accompagnement et la méthode sur les projets. Donc, on vendait plutôt de la stratégie, beaucoup de recherche, de cadrage, etc. Et la vision de notre manager, elle était un petit peu différente et on a voulu s'orienter sur une vision un peu plus opérationnelle. Donc, calquer un petit peu plus la réalité des clients qui n'étaient pas forcément au fait de toutes les méthodes de design, c'était pas forcément des gros projets en product, etc. Donc, voilà, on a voulu se calquer un petit peu plus sur la réalité des clients OBS et proposer des méthodes qui s'adaptent vraiment aux clients. Tant pis si on pouvait vendre, si on pouvait vendre un peu moins du X, mais en tout cas, c'était le choix qu'on avait fait, la vision qu'on avait. Et ça pour 2 raisons. Première raison, parce qu'il fallait qu'on fasse un peu nos preuves au début. Nous, on venait d'arriver sur l'émission, on était nouvelles, donc il fallait qu'on s'adapte aux gens qu'on avait en face de nous. Et puis, deuxièmement, avoir une vision très stratégique, très UX, ça pouvait nous faire perdre des sujets qui pouvaient intéresser l'équipe. Donc certes, on ne vendait peut-être pas des projets très orientés cadrage UX, mais par contre, des projets d'UI intéressaient aussi certains designers de l'équipe, donc ça aurait été dommage de s'en passer.
La vision de notre manager, c'était aussi de vouloir développer la partie créa de l'équipe, donc d'avoir un peu plus d'UI, un peu plus de direction artistique, et la partie motion design, donc pour pouvoir proposer aussi une offre de motion design à nos clients, puisqu'on avait, et on a toujours des super designers, des super motion designers dans l'équipe chez OBS. Donc grâce à toute cette observation et à cette vision qui infusait un peu, on a pu prioriser pour mettre en place des 3 premières actions qui étaient très rapides à mettre en place. Premièrement, nous faire connaître. Alors auprès, donc l'équipe nous connaissait déjà, mais nous faire connaître auprès des équipes commerciales et des équipes techniques. Comme on vous disait, on était nouvelles, personne ne nous connaissait, même si on était chez Orange depuis un petit moment, on n'y était pas non plus depuis 15 ans, donc il fallait que tout le monde sache un peu ce qu'on faisait et qui on était. Et puis expliquer à toutes ces personnes comment on pouvait les accompagner. La deuxième chose qu'on a fait, c'est on a essayé en tout cas, c'était de mieux qualifier les projets pour mieux staffer l'équipe. On a essayé vraiment de rentrer le plus tôt possible dans les avant-ventes pour avoir vraiment toutes les bonnes informations et ne pas être surpris quand le projet est gagné, par exemple. Si on arrivait trop tard sur les avant-ventes, c'était prendre le risque que, par exemple, un commercial vende une méthode qu'il estimait être la bonne, et puis nous, on se rend compte quand le projet est gagné et qu'il arrive dans l'équipe que c'était peut-être pas forcément la bonne, et on envoie un peu un designer au casse-pipe, puisque il se rend compte que c'est pas forcément la bonne méthode par rapport au contexte du client. Donc on a essayé vraiment d'aller le plus tôt possible dans les avant-ventes pour proposer une bonne méthode et que les designers soient à l'aise après sur les projets quand on les gagne en tout cas. Et la troisième chose qu'on a voulu mettre en place hyper rapidement, enfin en tout cas qu'on gardait en tête, c'était de se concentrer sur le bien-être et la montée en compétence des différents designers. Donc on a voulu souder l'équipe par des rituels. Alors les rituels, c'était pas que nous, parce qu'on avait une équipe plus large, c'est vrai qu'on l'a peut-être pas dit, mais on avait une partie de designers dans l'équipe, mais on avait aussi des chefs de projet et des PO. Donc la partie souder l'équipe, c'était aussi une tâche de notre manager. Mais en tout cas, on a voulu, côté design, souder l'équipe et adapter surtout la montée en compétence à chaque designer, grâce à ce petit tableau qu'on avait fait des différentes compétences et en donnant les bons projets aux bonnes personnes. Donc ça, c'est vraiment les 3 premières petites choses, entre guillemets, qu'on a mises en place. Bien sûr, avec le soutien de notre manager, je pense qu'on va le répéter assez souvent pendant cette presse. C'est des choses qui sont faciles à mettre en place, qui ne demandaient pas trop d'investissement au début, parce qu'il faut savoir qu'on était encore à 50% en projet et 50% sur ces missions. Donc il fallait qu'on puisse faire des choses qui étaient faisables facilement et assez rapidement. Et puis le fait d'être en binôme, bien sûr, pareil, on y reviendra, ça nous a beaucoup aidé parce qu'en fait, on s'est soutenues toutes les deux. C'était pas forcément très simple au début. Et puis, on s'est beaucoup remis en question et on a capitalisé sur nos forces. Donc ça, c'était vraiment on va dire, la situation de départ. Et puis ensuite, une fois qu'on a eu mis ça en place, on a essayé de mettre en place un peu 4 grosses actions pour commencer à démarrer. Donc première action, ça a été les échanges, comme on vous disait, il fallait qu'on se fasse connaître de tout le monde, donc on a essayé de diffuser un petit peu notre expertise et essayer d'expliquer à tout le monde ce qu'on savait faire en design et ce qu'on pouvait faire sur les projets. On s'incrustait un petit peu dans les séminaires de commerciaux ou dans certaines réunions d'équipes techniques, par exemple une équipe Microsoft, pour leur expliquer voilà ce que c'est l'UX, voilà ce que c'est l'UI, voilà ce qu'on fait dans l'équipe, comment on peut vous accompagner même sur des petites missions, essayer vraiment de faire beaucoup de pédagogie et beaucoup d'évangélisation sur le design. Et le deuxième point de prise de contact, ça a été aussi contacter tous les clients récurrents. On a des clients récurrents chez OBS dans l'équipe design avec qui on travaille depuis des mois, voire des années. Donc voilà, juste leur faire un petit coucou pour leur faire comprendre qui sont les bons interlocuteurs à partir de ce moment-là. La deuxième grosse partie de nos actions, ça a été aussi les outils. Donc de travailler sur les outils qui pouvaient nous servir et qui était hyper utile pour nous. Je vous avais parlé du tableau de compétences qu'on a mis en place. On a fait la même chose avec le chiffrage. C'est hyper difficile quand on est designer au début de chiffrer son travail et de dire ça va me prendre tant de jours pour faire telle tâche. Mais ça, c'était notre quotidien parce que sur les avant-ventes, on est obligé de vendre un nombre de jours défini. Donc on a un peu galéré au début et au fur et à mesure ça s'est facilité et puis au fur et à mesure on l'a pas mis en place tout de suite, mais on s'est dit il faudrait qu'on mette ça sous forme de tableau, qu'on ait un peu au moins les bases, même si on sait que pour chaque avant-vente c'est un petit peu adapté, qu'on ait au moins les bases, qu'on se dit voilà, un atelier c'est tant de jours, des interviews c'est tant de jours, et ça nous a permis de gagner un peu de temps aussi sur d'autres actions. On avait mis en place aussi un outil Notion d'onboarding. C'est quelque chose qui existait déjà forcément dans l'équipe design, dans les 3 équipes qu'on avait jusqu'à ce moment-là. Mais comme là, on avait une équipe plus large avec des PO, des chefs de projet, et qu'on avait du mal à maintenir aussi les outils d'onboarding qu'on avait avant,
pareil, on a utilisé Notion. Je pense on pourrait sponsoriser Notion parce qu'on va beaucoup en parler dans cette présentation. Mais voilà, on a mis en place cet outil d'onboarding. Ensuite, on a mis en place aussi un Notion pour Asni et moi parce que comme on était en binôme et qu'on travaillait encore avec des clients, il fallait qu'on puisse récupérer les informations assez vite de l'une à l'autre. Si je travaillais sur une avant-vente au début puis qu'après je partais en congé ou que j'étais sur mes projets, il fallait qu'Asni puisse récupérer tout de suite les infos. Donc, on avait notre Notion avec toutes les informations pour chaque avant-vente, le chiffrage qu'on avait fait, la méthode qu'on proposait, etc. Donc, voilà, on avait vraiment toutes ces infos au même endroit. Et le dernier outil, c'était Monday, qui était aussi hyper efficace, mais qu'on utilisait en fait en trinôme, donc Asni, moi et notre manager, pour pouvoir, pareil, suivre les avant-ventes, mais aussi gérer toute la partie, alors je vous passe cette partie administrative, c'est pas la partie la plus fun, mais pouvoir gérer toute la partie administrative, donc la gestion du suivi du projet, des codes projet, etc. Voilà. La partie un peu moins rigolote, mais qu'il faut suivre aussi. Troisième grosse action, c'est qu'on a essayé ce qu'on a appelé d'industrialiser en fait ce qu'on faisait au quotidien. On n'avait pas envie de recréer à chaque fois des slides pour les avant-ventes. Le tableau de chiffrage, ça allait dans ce sens-là aussi, de recréer, de rechercher des icônes à chaque fois. Donc en fait, on a créé des templates et on a demandé aussi à Juliette, qui est en train de nous faire le sketch note, de nous faire des petites illustrations pour illustrer nos presses d'avant-vente, etc. Donc on a essayé de vraiment industrialiser tout ça pour gagner du temps. Et puis, on a créé aussi un portfolio sur Notion, encore une fois, puisqu'on nous demandait souvent des références en avant-vente. Donc, il fallait qu'on ait sous la main tout de suite les projets sur lesquels avait travaillé l'équipe et puis qu'on puisse mettre les bons projets dans les bons supports d'avant-vente. Et enfin, dernière chose qu'on a mise en place, c'était sur les rituels. Je vous en avais parlé tout au début, il y avait un peu ce point de frustration de on ne sait plus trop pourquoi il y a des rituels, on ne sait plus trop pourquoi cette réunion existe. Donc, il y a eu d'autres rituels qui ont été mis en place. Donc, la réunion d'équipe mensuelle, assez classique, mise en place par notre manager. On a voulu mettre en place aussi des projets un peu fil rouge. Ça, c'est toujours le souci, entre guillemets, en ESN ou en agence, on a la tête dans les projets et dans les projets des clients. Et il y avait ce point de frustration des designers de dire on n'a pas forcément le temps de respirer un petit peu sur nos projets, de faire d'autres choses avec l'équipe. Donc, en fait, on voulait mettre en place ces projets un peu fil rouge, autres que les projets des clients. On avait un point aussi qui était le cracking projet, qui, comme je vous disais, parfois, on était seul sur des projets. Et donc, besoin de résoudre des petits conflits ou des petites situations qui étaient un peu pour nous sur des projets. Et en fait, chacun pouvait venir avec ses problèmes. Et toute l'équipe, en tout cas les gens qui étaient disponibles, pour aider, donner des petits conseils, etc. Ensuite, on avait nos points hebdo avec notre manager, donc toujours en trinôme. Oui. Non, je me permets de rebondir parce qu'il y a une question qui est: quel rituel ou méthode pour faire monter en compétence les designers relativement juniors? Et du coup, je me demandais si tu pouvais nous en dire un tout petit peu plus sur ce cracking problème. Comment est-ce que ça se passait concrètement? Ouais, pas de souci. Justement, il y avait ça. Il y avait peut-être un autre point pour faire monter un peu en compétence sur le cracking projet. Comme on était relativement seul sur les projets, c'est vrai que des fois, on avait des situations qu'on devait gérer avec nos clients. On était vraiment face aux clients tout seul. Et donc, il y avait des situations un peu plus complexes à gérer et on ne savait pas forcément comment les gérer nous-mêmes. Et donc, en fait, dans ce cracking projet, ça arrivait que quelqu'un vienne et dise, voilà, sur mon projet, mon client, il me dit ça, mais je ne sais pas trop comment lui dire que c'est pas forcément comme ça qu'on fait. Enfin, voilà, c'était plutôt de la communication, en tout cas, dans ces points de cracking projet. Et comme on avait des chefs de projet qui étaient top dans l'équipe, des PO et même d'autres designers qui étaient un peu plus seniors, on pouvait donner des conseils à chacun, leur dire tu peux essayer de faire ça, essaye de mettre en place telle réunion ou essaye de lui donner tel livrable pour que ça soit un peu plus simple. Donc ça, je pense que c'était une première partie pour répondre à la question. Et pour la deuxième question, ça arrivait aussi, Asni, je te laisse compléter si besoin, mais qu'on mette en place des binômes sur des projets, par exemple, quand certaines personnes voulaient, je ne sais pas, monter en compétences en UX et qui faisaient leur premier atelier de cadrage, qu'on mette quelqu'un avec eux, au moins pour les aider à préparer, et puis qu'ils puissent faire leur premier atelier sereinement avec quelqu'un qu'on avait déjà fait plusieurs. Je ne sais pas si ça répond à... Oui, c'est ça. Jusqu'à aujourd'hui, on le fait toujours. Les juniors, si on a la possibilité de chiffrer un deuxième designer, souvent, on essaie quand même de capitaliser sur les compétences de chacun, c'est-à-dire que le junior, il sera peut-être plus amené à faire de l'UI, mais il participera aussi aux ateliers ou aux interviews en UX
pour qu'il puisse comprendre. Déjà, ça l'aidera aussi à concevoir mieux ses interfaces, mais aussi à savoir comment se passe. Parce que souvent, c'est de l'appréhension, on a la méthode, mais on ne l'a jamais expérimentée. Et le fait d'assister et de voir un peu désacraliser tous les ateliers, les interviews, les tests utilisateurs, ça détend le designer et il est plus à même, en tout cas, ils sont plus en confiance de se lancer après tout seul. Yes. J'enchaîne et puis s'il y a d'autres questions, on pourra y revenir si vous voulez. Tout à fait, merci. Top. Donc ouais, le tracking projet et après les 2 derniers points entre guillemets, c'était notre point hebdo avec notre manager donc en trinôme qui était le vendredi matin à 9h. Et je crois que d'ailleurs ils ont changé de créneau parce que 9h c'était trop tôt, mais nous c'était un super point et c'est important, on le mentionne aussi ici parce que ça paraît un peu logique d'avoir un one-to-one avec son manager toutes les semaines, mais là c'était vraiment pas un one-to-one on va dire perso, c'était vraiment un point en trinôme, particulièrement sur les avant-ventes et le staffing pour qu'on fasse le point de ce qui s'était passé dans la semaine, pour qu'on débloque certaines problématiques et aussi, et j'insiste sur ça et je pense qu'Asni insistera aussi, mais pour pouvoir entre guillemets vider notre sac aussi parce que comme au début c'était pas forcément hyper simple et on vivait toutes les trois un peu les mêmes problématiques et donc de pouvoir échanger sur ces problématiques là avec quelqu'un et toutes les trois c'était aussi un super créneau. Et puis le dernier point c'est qu'on a commencé aussi à contribuer au recrutement puisqu'on avait la visibilité avec Asni sur les projets qui étaient en cours et sur les besoins de profil sur les différents projets, donc on a pu aussi contribuer au recrutement des nouvelles personnes dans l'équipe. Voilà, ça fait beaucoup de choses. C'était bien, c'est bien, mais ça ne s'est pas forcément aussi bien passé que sur le papier. Ouais, en fait, avec le recul, on s'est rendu compte qu'on a fait pas mal d'erreurs. La plus grosse, on va dire la première que je vais mentionner, c'est qu'on s'est un petit peu éparpillé. Ça arrive souvent, hein, on le fait toujours même quand on développe des produits, on le sait, on a beau s'organiser, mais en fait, on avait beau anticiper, prioriser, on avait plus ou moins notre stratégie en tête, on savait la direction qu'on souhaitait prendre, mais en fait, on s'est éparpillé. En fait, un exemple tout bête, les projets fil rouge. En fait, on avait tous envie de faire des projets qui, bien sûr, ont un intérêt aussi pour l'équipe et pour l'entreprise, mais aussi sur lesquels on pourrait avoir un petit moment de créativité, de travailler en équipe, aussi pour faire monter en compétences. Certains designers, il y avait autant sur de l'illustration, du motion design, parfois même de la VR, enfin plein de choses comme ça. Sauf que bon, on a commencé à s'organiser en fait pour pas mettre tout ça en place et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas trop de temps parce qu'évidemment il y avait pas mal de prod mais pas que organiser tout ceci en plus des projets en cours, ça prend du temps, ça demande de l'organisation et en fait on a complètement plus ou moins abandonné. Alors spoiler alerte, on a repris et on le fait beaucoup mieux. D'ailleurs, Juliette est sur l'un des projets. En ce moment, ils sont 4 designers dans l'équipe à travailler sur un petit court-métrage, petit motion designer qu'on va présenter pour pouvoir vendre ça auprès des clients. Les rituels, donc Vinciane en a mentionné quelques-uns, mais on ne vous les a pas tous mentionnés. On en avait listé quand même pas mal. J'ai retrouvé nos archives. On avait un truc qui s'appelait Digital Starter, Tech and Share. En fait, je me souviens même plus ce que c'était, mais clairement, on s'était un peu trop emballé sur les rituels. Et en fait, ouais, on avait tellement une volonté de bien faire et de garder vraiment toujours du lien avec l'équipe que, en fait, avec le recul, on n'a rien mis. Enfin, rien, j'exagère, mais il y en a certains qu'on a abandonnés. On avait aussi tendance à jouer un peu les super-héros. Moi et Vinciane, en fait, quand on est arrivé, il y avait donc quelques points de douleur en tant que designer et on ne voulait pas que les designers revivent la même chose que nous. On a eu, quand on a pris ce poste-là, on a eu quelques recrutements en simultané. Et on a voulu beaucoup les accompagner pour éviter qu'ils se sentent abandonnés comme nous, on l'avait été. Le problème, c'est que ça s'est un petit peu retourné contre nous. C'est qu'on a eu tendance un peu trop à materner et donc on leur a pris un peu trop la main. Donc là, clairement, on a fait une erreur. Il a fallu, là maintenant ça va un peu mieux, mais c'est vrai qu'on n'a pas su jauger, en fait, mettre le bon curseur au bon niveau, savoir entre monter en compétences, donner de l'indépendance, mais aussi ne pas les laisser totalement abandonnés ou tout seuls à leur arrivée. Donc là, ça nous a pris quand même pas mal de temps. On s'est rendu compte qu'on s'était un petit peu planté là-dessus.
On a aussi sous-évalué la charge de travail. Bon, vous me direz, c'est normal quand on prend un poste comme celui-ci qu'on connaît absolument pas, mais on s'est rendu compte qu'il y a certains aspects, on les a découverts au fur et à mesure. Par exemple, il y a une partie admin de facturation qu'on est obligé de suivre. On a un outil, une grosse usine à gaz qui demande, déjà difficile à appréhender, mais qui demande à être mise à jour parce que chaque projet, en fait, a son code projet qui doit être facturé au client. Donc, chaque designer doit mettre en place et le manager doit vérifier. Donc ça, mine de rien, cette partie administrative a pris énormément de temps. Alors, nous, on a été un peu épargnés, moi et Vinciane, mais notre manager, je me souviens encore de ces gifs un peu en panique du travail que ça pouvait lui prendre. Il y a aussi la partie staffing. Je me souviens très bien que quand j'avais pris la partie staffing, je m'étais dit « Oh, mais ça va, le staffing, ça va me prendre une journée dans la semaine et je vais pouvoir travailler davantage les avant-ventes avec Vinciane, on va y passer beaucoup plus de temps. » En fait, pas du tout. Jusqu'à aujourd'hui, le staffing nous prend beaucoup plus de temps que les avant-ventes parce que les avant-ventes ont tendance à être… on arrive à l'industrialiser et on arrive à y gagner du temps, du moins sur la méthode de design et le chiffrage. Ce qui prend du temps, c'est quand on a un cahier des charges très, très lourd. En revanche, le staffing, c'est quotidien. On a des plannings qui bougent tout le temps. En plus, nous, comme on a décidé de faire quand même beaucoup de micro-staffing, c'était notre stratégie au départ, on paye un peu et ça demande énormément d'efforts et de temps. Et clairement aussi, le fait d'accompagner aussi les designers sans forcément faire de la chefferie projet, parce que là, il faudrait un poste à plein temps pour ça, mais quand même, de ne pas laisser envoyer les designers au casse-pipe, comme on le dit, ça demande quand même du suivi, de l'échange, de pouvoir rechiffrer parfois un accompagnement qui date de 3 mois. Enfin, toutes ces choses-là, mine de rien, ça prend énormément de temps et ça l'est toujours. On sait aussi, en fait, comme on était aussi à 50% donc en production, contrairement à quelqu'un qui est à plein temps sur les ventes et le staffing, on est moins disponible, surtout quand on est sur de la prod et qu'on a, par exemple, un atelier qui est déjà planifié, des interviews, enfin, un planning déjà bien calé, et que les avant-ventes ou les commerciaux qui, eux, sont à plein temps, nous sollicitent, en fait, parfois dans l'heure ou dans la journée, on demande un chiffrage assez rapide. Là, on s'est rendu compte que c'était un peu touchy. C'est pas que ça fonctionne pas, et c'est pour ça tout l'intérêt d'être en binôme, c'est qu'on a pu finalement réussir à jongler avec tout ça. Mais c'est vrai qu'au début, ça a été très difficile la charge d'information, de jongler entre des projets en production et des avant-ventes et même du staffing. Ça fait quand même beaucoup d'informations à assimiler. Donc, il faut être clairement organisé. Et puis voilà, quoi. Globalement, c'était un petit peu difficile. Ça va beaucoup mieux, mais je pense que c'est dû à l'expérience, mais c'était pas un exercice facile. On avait aussi tendance à trop anticiper. C'est qu'on prenait pour acquis les projets qui nous tombaient, qui arrivaient en fait. Par exemple, un projet, on nous dit, ça arrive, hein. Vous allez me dire, dans la chefferie prosée, c'est tout à fait normal d'avoir de l'incertitude et qu'un planning change tous les 4 matins. Oui, mais je le sais, puisque j'ai été chef de projet, mais finalement, on retombe toujours sur nos travers. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que parce que comme c'est nouveau, on a besoin d'avoir cette phase d'apprentissage. Et en fait, au départ, on était vraiment perturbé par le planning qui n'était pas complètement figé. Donc, l'incertitude de projet, c'était très, très difficile. Ça l'est toujours aujourd'hui, c'est juste que je pense qu'en fait, on a pris l'habitude et on a compris. Donc, on est un petit peu moins détendu. Un peu plus détendu, pardon. Et c'est peut-être pour ça qu'on l'assimile mieux. Mais c'était un exercice assez difficile à appréhender. Il y a aussi un truc, et là, c'était plus lié à notre stratégie de recrutement. C'est que, comme l'a dit Vinciane tout à l'heure, c'est qu'on voulait un peu plus proposer des solutions un peu plus créa, plus dans la prod. Et donc, on a embauché des UI designers. C'était en avril dernier. Sauf que ça a pris du temps à démarrer. Et sur le moment, vraiment, on a un peu paniqué en se disant peut-être qu'on s'est planté dans notre stratégie, que ça ne va pas du tout décoller. Et pendant à peu près 2 mois, 2 mois et demi, voire 3 mois, on s'est retrouvé avec une phase de latence où les UI designers s'ennuyaient un petit peu, il y avait peu de projets parce que on attendait en fait le fruit de notre travail de communication en interne. Ça a pris du temps, donc on a été patiente heureusement.
Mais sur le moment, c'est vrai que ça a été un petit peu difficile. Alors, je ne dis pas que c'est une erreur, hein, c'était juste qu'il fallait se faire confiance. Mais on aurait pu vraiment royalement se planter. Finalement, ça a fonctionné et d'ailleurs, ça nous a même apporté d'autres business. On a maintenant d'autres ouvertures qui arrivent grâce à ces profils exclusivement UI et créa. Et puis, dernière chose, là aussi, c'est dû à l'expérience, c'est qu'au départ, on voulait tellement bien faire, c'est que les avant-ventes, on les prenait un petit peu toutes au même niveau enfin, même degré d'importance. C'est que on y mettait autant de temps, des réflexions sur absolument toutes les avant-ventes qui nous arrivaient, parce qu'on voulait bien faire, on apprenait aussi, évidemment. Sauf qu'avec du recul, on s'est dit, mince, on a mis énormément d'énergie sur cette avant-vente qui finalement, bon, on était quasi sûr que ça n'allait pas fonctionner ou qu'il y avait des petits couacs avec le client ou finalement que c'était une charge de travail en design qui n'était pas si importante. Donc aujourd'hui, je dirais que ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai que sur le moment, on avait tendance à vraiment mettre tout au même niveau et ça nous demandait beaucoup d'énergie, beaucoup de travail en fait. Globalement, ouais, c'était ça. Mais heureusement, bon, là je vous l'ai dit, je vous ai un peu spoilé, mais finalement, il y a eu quand même des succès, on ne s'est pas planté sur tout. Oui, en effet, il y a eu quand même des succès. C'est vrai qu'on a tendance à regarder et à se focus un peu sur ce qu'on n'a pas si bien fait, mais on a voulu quand même ressortir aujourd'hui les points qui ont bien fonctionné, enfin en tout cas les choses qu'on a mises en place et dont on a récolté les fruits, on va dire. Le premier gros point qui, pour nous, était en plus de ça hyper important, c'est ce qu'on vous disait au début, c'est qu'on a l'impression qu'on est arrivé quand même à un meilleur équilibre et à une meilleure répartition des projets et donc à une meilleure écoute des designers. On a eu, depuis qu'on a pris ces missions, plusieurs sorties de projets, des designers qui ont exprimé, par exemple, un mal-être ou une lassitude sur des projets. Et on a réussi, encore une fois, grâce à l'aide de notre manager, parce que je pense que toute seule, on n'aurait peut-être pas forcément réussi, mais en tout cas, on a réussi à faire sortir ces designers des projets, soit à switcher de projet, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait bien voulu prendre ce projet-là et à qui ça correspondait, soit en disant tout simplement au client, bah, en fait, ça va plus être possible et on va arrêter de travailler ensemble pour l'instant en tout cas. Donc ça, c'est des choses qui se sont passées. On a aussi pris le temps d'accompagner des designers qui souhaitaient monter en compétences ou en tout cas essayer de travailler sur des sujets un peu différents. On a un exemple avec quelqu'un dans l'équipe qui nous a dit bah, moi je fais beaucoup d'UI, mais j'aimerais bien essayer voilà, de monter en compétence sur de l'UX. Est-ce que je pourrais tester? Et en fait, on a essayé de mettre cette personne sur des projets UX et enfin voilà, test and learn. Et on s'est rendu compte et la personne en tout cas s'est rendu compte, nous a dit bah en fait, bon, l'UX, ok, c'est sympa, mais c'est pas fait pour moi, donc je préfère rester sur des sujets plus UI. Donc voilà, on a pu tester comme ça, essayer de faire monter en compétence les gens les designers de l'équipe sur les sujets qu'ils nous avaient mentionnés, et des fois ça a marché, et des fois non, et c'est pas un échec, mais au moins on a pu tester. On est super contente parce que les designers de l'équipe, ils ont montré une plus grosse implication, on va dire, dans la vie de l'équipe. On a certains profils, on va dire, qui se sont révélés aussi bien humainement que professionnellement, et on n'a pas vraiment de score de satisfaction ou de quoi mesurer, entre guillemets, cet écart, on va dire, de satisfaction. Mais en tout cas, on a eu des encouragements et du lien qui s'est créé dans l'équipe et qui nous montre qu'on est quand même dans la bonne direction. On a des personnes qui nous ont dit, bah voilà, j'aime bien quand tu poses la question, tu me demandes est-ce que ça te ferait plaisir? Est-ce que ce sujet-là, il te plairait? Ou des personnes qui nous disent, bah voilà, quand tu alertes sur un sujet, c'est tout de suite pris en main, on sait que quelqu'un va s'en occuper. Donc ça, c'est des petits mots d'encouragement qui font plaisir et puis qui nous font nous dire avec Asni que voilà, on a réussi quand même, mine de rien, à faire des petits pas et à mettre en place des choses qui ont fonctionné. On a aussi essayé d'avoir une règle en tête, c'est de garder un bon équilibre des projets. Comme dans toutes les entreprises, j'imagine, il y a des projets qui sont plus cool, plus fun, plus créa, d'autres projets qui sont un peu moins cool, moins fun, moins créa. C'est pas qu'ils sont pas intéressants, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et on a essayé de bien répartir les projets pour que, entre guillemets, ça ne soit pas toujours les mêmes personnes qui aient les projets les plus créa et inversement. On a essayé ça. Au moment où on a pris, on va dire, nos fonctions, on avait à peu près la moitié de l'équipe qui avait déjà eu des projets externes, par exemple, donc des clients externes, pas forcément que des clients Orange. Et quand on a préparé un peu notre trame de ce qu'on allait vous dire aujourd'hui, on avait 90% de l'équipe qui avait
cet équilibre projet interne, externe, donc projet interne à Orange et projet externe avec d'autres clients. Et tout le monde dans l'équipe avait au moins fait un projet interne, un projet externe. Donc voilà, on a essayé toujours de garder cette règle en tête pour faire en sorte que ça tourne, faire en sorte qu'il n'y ait pas de frustration de certaines personnes en disant, bah voilà, moi j'aimerais bien aussi bosser sur ces projets-là. Donc on a essayé vraiment de faire tourner. Et grâce à notre tableau de connaissances, des forces, des faiblesses, des envies de chacun, je pense que ça nous a vraiment facilité la tâche pour attribuer les projets aux différents designers. Un autre point qui a bien marché, c'est qu'on a réussi à avoir des nouveaux sujets et que nos sujets sont arrivés de plein de portes d'entrée différentes. Ça a été grâce à la bonne identification des personnes au sein d'Orange, toutes les interventions qu'on avait faites auprès des commerciaux, auprès des équipes techniques, on a été vraiment identifiés en interne et donc on a fait appel à nous pour beaucoup plus de sujets, même sur des tout petits sujets, des sujets sur lesquels on ne nous demandait pas forcément avant, donc des petits sujets de créa, des petits sujets d'accompagnement très ponctuels, du conseil, enfin voilà, plein de choses, plein de nouveaux sujets qui sont arrivés de plein de portes d'entrée différentes et donc ça, on était vraiment très contente de voir que notre communication avait quand même porté ses fruits. Et puis, on a développé des nouveaux sujets, par exemple le sketch note, donc que vous voyez là en live sur ce qu'est en train de faire Juliette. C'est grâce à Juliette qu'on a réussi à avoir ces sujets chez OBS, puisqu'elle faisait ça avant de son côté. Et en fait, à force de faire de la communication, on a pu récupérer ces sujets aussi en interne. Et avoir des projets qui plaisent à nos designers, c'est un luxe. Et comme disait Asni, on a eu aussi de plus en plus de projets UI et créa, comme quoi la stratégie de recrutement, au final, elle n'était pas si incohérente. Et donc, on a eu vraiment plein de nouveaux sujets de plein d'endroits différents. Et ça, c'était vraiment une victoire pour nous. Et dernière grosse victoire, en tout cas, dernier gros point qui a bien fonctionné pour nous, c'est ces outils en fait qui sont devenus indispensables. Je vous parlais tout à l'heure un peu de tout ce qu'on a réussi à mettre en place pour industrialiser entre guillemets nos missions. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'avait pas forcément le temps à chaque fois de refaire des slides, de refaire des illus, de refaire les méthodos. Et donc, on a essayé d'industrialiser et surtout de gagner du temps sur les éléments sur lesquels on pouvait gagner du temps. Je nuance quand même mon propos ici en disant qu'on n'a pas gagné du temps sur tout. On a juste essayé de gagner du temps sur les tâches les plus rébarbatives et qui avaient peu de valeur ajoutée. Le fait qu'on gagne du temps sur faire un chiffrage ou sur faire des slides d'accompagnement d'avant-vente, qui est un truc pas fun du tout et sur lequel on n'a pas envie de passer de temps, et en fait, ça nous fait gagner du temps sur la méthode qu'on va proposer au client. Donc, on va passer plus de temps sur, par rapport au contexte du client, par rapport à son brief, qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme méthode qui soit cohérente, sans trop lui en proposer, sans lui en proposer trop peu. Voilà, donc on a gagné du temps là-dessus, on a pu passer plus de temps sur ça et gagner du temps sur les tâches un peu plus reloues. Donc voilà, ça c'est vraiment les victoires. Donc tout ça c'est bien, mais on est quand même consciente que ça reste en perpétuelle évolution. Ouais, aujourd'hui, Vinciane est parti il y a quelques mois, mais on l'a remplacé par Romaric. Je ne sais pas s'il est là, mais Romaric qui en fait est arrivé aussi comme designer et qui lui, grâce en fait aux échanges qu'on a pu avoir avec lui en amont, on a découvert qu'il avait un gros background sur la partie commerciale. Et aujourd'hui, il nous accompagne. En fait, c'est mon nouveau binôme. Et ça, c'est une des choses positives. Je pense que sans avoir pris le temps d'échanger avec tous les designers, on n'aurait jamais découvert cette compétence. Donc ça, c'est un petit truc que j'ajoute en plus dans nos petites victoires. Et aujourd'hui, en fait, on sait très bien qu'on doit s'améliorer sur pas mal de choses. On doit toujours évidemment améliorer notre façon de vendre. On se compare souvent avec les concurrents. On essaye toujours avec les commerciaux de voir quand on a perdu des avant-ventes, par exemple, de faire des rex pour comprendre ce que la concurrence propose, comment ils proposent, comment ils soutiennent, comment ils vendent leurs prestations pour voir si déjà on peut y aller et comment on peut améliorer en fait nos prestations. Aussi identifier, en fait, continuer toujours à mettre en avant nos profils UX, UI et peut-être les deux en même temps. J'ai vu passer une petite question en disant oui, pourquoi pas prendre un profil un peu hybride product ou qui fasse UX UI. En fait, il y en a dans l'équipe, mais aussi on a besoin d'avoir des experts UI, des experts UX
Et aussi, en fait, apporter en fait, clairement la montée en compétences, elle est là-dessus, c'est d'avoir des experts UI et des créatifs. Ça fait monter à un niveau supérieur la créativité des applications qu'on peut vendre. Idem pour l'UX Research. Un UX Researcher qui fait partie de l'équipe, lui aura un niveau supplémentaire, aura des connaissances en sciences cognitives que peut-être celui qui a un peu profil hybride n'a pas. Donc finalement, c'est là-dessus aussi on monte en compétences et on a besoin encore d'ailleurs on recrute toujours, on a besoin de monter en compétences là-dessus pour vendre des meilleures prestations aux clients. On doit aussi s'améliorer sur l'onboarding. Il n'est pas parfait, il est un peu dense. L'onboarding d'OBS est très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'outils en fait à appréhender. C'est mieux. Je suis contente parce qu'on a recruté quelqu'un il y a 2 mois qui utilise aujourd'hui notre outil d'onboarding et qui le trouve utile. Donc ça, c'est chouette. Mais on sait qu'il manque encore beaucoup d'informations parce qu'il y a beaucoup de gens, des interlocuteurs qui changent, des outils qui changent. C'est pas facile, c'est un gros boulot ça, mais on est sur la bonne voie. On doit aussi être très vigilant parce que il y a énormément de turnover, enfin il y a toujours des nouvelles personnes, des organisations, des équipes qui changent, des mobilités internes. Donc il y a des nouveaux interlocuteurs à chaque fois. Et moi honnêtement, il y a tellement de monde au sein d'OBS, c'est gigantesque, j'ai du mal à connaître tout le monde. Heureusement, j'ai mon petit pense-bête avec les noms des personnes de chaque dossier. Mais globalement, en fait, c'est ça, c'est toujours continuer à faire notre coop, faire rayonner l'équipe, montrer comment on peut améliorer notre accompagnement en tant que designer auprès des commerciaux, parce que ce sont eux, hélas, hélas ou positif, je ne sais pas, mais en tout cas, ça fonctionne comme ça. Ce sont eux qui vendent, qui vont chercher du business, donc on doit les convaincre, eux, ou leur apporter des billes simplifiées, en fait, pour qu'eux comprennent ce qu'on fait et mieux le vendre auprès des clients. Et on a eu des bonnes surprises, comme l'a mentionné Vinciane. Et évidemment, toujours, jamais rester sur nos acquis. Tout à l'heure, je disais sur les profils, mais vraiment les mettre en avant. Juliette, par exemple, quand on a découvert qu'elle faisait du sketchnote et qu'elle adore l'illustration, clairement, vas-y, on y va. On essaye de vendre, en tout cas, on essaye de vendre. Il faut que ce soit pertinent, évidemment, mais on essaye d'apporter quelque chose de supplémentaire auprès du client, une petite touche qui ferait une différence. En fait, faire le travail d'une agence aussi, c'est d'apporter de la créativité, de se différencier par rapport aux autres. Idem pour le motion design ou pour d'autres accompagnements. Et dernière chose qui est très, très importante, c'est garder la dynamique de l'équipe. Parce que oui, on est dans une ESN, c'est la réalité du métier, de la structure. Il y a du turnover. Et l'enjeu, c'est vraiment de la garder, cette dynamique. Pour le moment, ça fonctionne bien parce qu'on a eu des départs, on a eu des arrivées, ça continue, on continue à garder du lien. Il y a des phases, il y a des moments d'euphorie, ça descend, ça monte. Bref, en tout cas, c'est quelque chose, c'est un point de vigilance qu'on garde toujours en tête et qui, je l'espère, continuera. J'ai vu une question dans le chat et ça fait une bonne transition. Quelqu'un qui disait, mais c'est quoi votre définition de design lead? Et en fait, il faut savoir que nous, on a compris plus tard qu'on avait un rôle de ce qu'on a appelé lead sans le savoir, en fait. Parce que quand on a pris ces missions-là, on est allé un peu, entre guillemets, la tête dans le guidon et on a foncé et on a fait ce qu'on a pu, entre guillemets. Ça semble un peu logique. Enfin, j'espère que ça vous a semblé logique dans tout ce qu'on a dit. Mais nous, sur le coup, ça ne nous semblait pas si logique que ça. On a juste fait les choses et puis plus tard, en se retournant et en échangeant avec d'autres designers, on s'est rendu compte que, oui, en fait, on supervisait un peu tout ce beau monde, on essayait de faire en sorte que ça se passe de mieux en mieux, etc. Et qu'on avait potentiellement, en fait, un rôle de lead sans s'être défini comme ça. Et donc, comme quoi, parfois, il faut savoir faire les choses avant de se définir. Mais le message qu'on voulait faire passer un petit peu pour commencer à conclure cette intervention, en plus, je vois que le retour, on en a beaucoup parlé, on a toujours plein de trucs à dire avec Asni, c'est... ayez confiance en vous parce qu'en fait, honnêtement, on ne pensait pas être lead. On ne se serait pas senti légitime, en plus de ça, de se donner ce titre à ce moment-là, ni de postuler pour un poste de lead. Et au final, c'est ce qu'on a fait sans vraiment le savoir. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut se survendre, mais ça veut dire qu'il ne faut pas non plus se sous-estimer. Et on voulait faire passer ce message surtout parce qu'aujourd'hui, vous avez 2 femmes qui vous parlent aujourd'hui de leur expérience et de ce qu'elles ont pu mettre en place. Et souvent, c'est les femmes qui ont tendance à un peu se sous-estimer, on va dire, en entretien. C'est toujours le syndrome de l'imposteur. Donc, voilà, c'était un peu le message qu'on voulait faire passer. Ayez confiance en vous et voilà. Au sujet de la conclusion et donc du petit sketch note que nous a fait Juliette, en fait, ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, sans avoir de slide, c'est de vous donner quand même des petites billes à la fin de ce talk pour
billes vraiment concrètes, de choses que vous pouvez mettre en place si jamais vous vous retrouvez dans la même situation que nous, et donc de le résumer sous la forme de ce visuel. Je vais repasser sur les différents points, mais les points qui nous semblaient importants, nous, après qu'on ait mis à plat toutes ces infos-là, c'était la première chose d'avoir un bon mentor /sponsor /manager. Donc une personne sur laquelle vous pouvez vraiment compter pour vous aider, vous défendre, monter en compétences, vous diriger vers les bons interlocuteurs. Avec Asni, on était loin d'être senior quand on a pris ces missions-là, et on avait aussi besoin de quelqu'un qui nous aide, qui nous soutienne, qui nous fasse monter nous aussi en compétences, etc. Donc ça, c'est vraiment un point hyper important pour nous. Définir une stratégie, on vous disait dès le début que nous, on n'en avait pas vraiment, mais je pense que ça serait beaucoup plus utile et peut-être beaucoup plus efficace. Observer, identifier les bons interlocuteurs, récolter les bonnes infos, poser les bonnes questions, même si quand vous arrivez sur des missions, peut-être les gens autour de vous travaillent sur ça depuis des années, donc pour eux ça paraît logique, mais posez les questions et n'hésitez surtout pas à creuser toutes ces informations-là. Lister aussi les actions et prioriser les actions pour commencer en fait avec les petites actions qui ont beaucoup d'impact. J'avais tendance, en tout cas moi de mon côté, à croire quand j'étais très junior que tout était tout noir ou tout blanc et que tout devait être parfait, mais pas du tout. On se rend compte dans la réalité des choses qu'en entreprise c'est jamais le cas. Donc en fait il faut vraiment commencer un peu les petits pas. On a mis en place des petites actions au début qui avaient beaucoup d'impact et au fur et à mesure on arrive à quelque chose d'un peu plus gros. Créer aussi des supports qui sont réutilisables pour gagner du temps. Alors, on a parlé de slides, de chiffrage, mais les supports qui peuvent vous paraître utiles et qui vous font gagner du temps sur les tâches qui vont être les plus rébarbatives et qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée. Un point aussi important, ne pas s'éparpiller et accepter d'abandonner des sujets ou des projets qui nous tiennent à cœur. C'est ce qu'on a dû faire avec certains projets, par exemple des projets fil rouge. Il vaut mieux faire 2-3 sujets à 100% qu'en faire 15 à 10%. Donc, il a fallu trier et prioriser, ne pas vouloir jouer les super-héros, on a voulu parfois en faire trop. Et puis, savoir aussi revenir sur ce qu'on a fait. Donc, malgré la phase d'observation qu'on avait faite au début, parfois on n'a pas toujours vu juste et ça fait partie du jeu. Un point qui est important et qu'on a essayé de faire, j'espère qu'on a réussi dans l'équipe, mais toujours communiquer et récolter les feedbacks, donc être ouvert vraiment au feedback de l'équipe, être ouvert à ce que les designers peuvent nous remonter comme points, comme infos, parce que c'est eux qui sont sur les projets avec les clients. Nous aussi, on a eu la chance d'y être en même temps, donc on avait aussi ces infos-là. Mais voilà, toujours prendre les feedbacks. Célébrer les victoires, hyper important, mais pour garder la motivation, le fait d'avoir fait cette rétrospective avec Asni et de voir qu'il y a des choses qui ont changé et de voir qu'en 2, 3 mois, 6 mois, 1 an, il y a plein de choses qui ont changé et qu'on est sur la bonne voie, ça nous permet de garder la motivation et de pouvoir continuer toujours dans cette voie. Se dire aussi qu'on apprend, donc avoir la culture de l'erreur. Notre manager nous l'a répété plein de fois. Les filles, on ne sauve pas des vies, c'est pas dramatique. Si on se trompe, c'est pas grave. Et si vous pouvez pas forcément avoir ça dans votre entreprise, bon, on va pas dire fuyez, mais c'est peut-être pas forcément un super point. Et puis le dernier point aussi, c'est de rester transparent avec l'équipe. On a essayé, en tout cas nous de notre côté, de jamais être opaque, de rester humble, d'expliquer, de dire quand on savait pas, quand on testait, tout en leur faisant comprendre bien sûr qu'ils étaient pas seuls. Et que s'il y avait un point qu'on n'avait pas traité, on allait poser des questions, aller voir d'autres personnes et puis ensuite revenir vers eux. Mais en tout cas, rester humble à chaque fois, essayer de communiquer le plus possible avec eux. Ouais, on espère en tout cas vous avoir apporté des billes concrètes pour vous aider. Bien sûr, c'est à partir de notre contexte, de projet, d'équipe, d'entreprise aussi. Alors, on parle de la théorie des petits pas. Clairement, en fait, quand j'en parle maintenant, je sais très bien que j'ai jamais su à quoi ça servait la théorie des petits pas. Avec le recul, je sais qu'on l'a fait, mais sur le moment, c'est vrai qu'on se pose pas forcément la question. Mais clairement, ouais, c'est notre constat, c'est qu'on a mis des petites choses en place qui ont fait leur petit bonhomme de chemin, qui ont fonctionné, des choses qui n'ont pas fonctionné. On espère en tout cas vous apporter des billes suffisamment intéressantes qui, s'il y en a un qui prend un sujet qui peut fonctionner, déjà on y a gagné. Et puis on voulait ajouter, dire que clairement depuis le début on parle de toutes les deux, on est toutes les deux là, mais on était 3, on était avec notre manager, donc on voulait la remercier. Je pense que sans elle on n'aurait pas pu mettre tout ça en place. On voulait aussi remercier l'équipe qui nous a fait confiance. Ils n'étaient pas forcément obligés de nous accompagner, de nous soutenir aussi, d'écouter nous plaindre ou s'énerver ou rigoler avec nous. Ils auraient pu douter de nous, mais non, finalement, ça a fonctionné. Donc, c'est vrai qu'on était dans un écosystème hyper bienveillant qui
qui nous a fait du bien et qui nous a permis d'arriver à ce point-là. Et dernière chose, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai adoré dans cette expérience, c'est d'être en binôme avec Vinciane. Je pense qu'elle aussi. Clairement, avec le recul, je pense que seul, on n'aurait pas pu mettre en place tout ce qu'on a mis. C'est en 6 mois en fait. À deux, ça permet de stimuler la créativité. Ça nous a permis aussi de nous soutenir et puis aussi de toujours se remettre en question en fait. Donc avis aux managers, hein, on sait très bien que c'est hyper valorisant nous en tant que designer, être tout seul c'est toujours plus difficile, on se pose beaucoup de questions et nous souvent on nous questionne beaucoup sur notre travail et le travail en équipe, que ce soit en tant que designer ou même en tout cas sur cette partie lead, ça a été super bénéfique et on y a gagné beaucoup. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On a complètement dépassé. Je ne sais pas si on a le temps pour les questions, Jordan. Si, il nous reste encore 5 minutes, donc on peut encore répondre à quelques questions. Je vais tout simplement aller dans l'onglet questions, la question qui a le plus de votes est la première, et donc elle s'intéresse, d'ailleurs je crois que... Alors je suis désolé, aujourd'hui on n'a pas les prénoms et les noms, suite à une petite erreur au moment de l'inscription, donc c'est participant anonyme 14. Qui a posé une question qui est « Les entreprises fonctionnent en silo, souvent. Comment le designing doit-il prendre sa place dans de telles structures ?» Et il y avait plusieurs questions de ce participant qui sont vraiment aussi... parce que de ce qu'on a cru comprendre, c'est que souvent, ce n'est pas vous qui fixez la méthode en avance, c'est plutôt les commerciaux qui sont au contact du client et ensuite vous qui intervenez. Donc peut-être revenir pour expliquer, selon vous, est-ce que le designing est plutôt aux côtés des designers, aux côtés des commerciaux, les deux, dans d'autres dimensions? Je peux commencer, Asni, si tu veux, et tu complètes. Pour la première partie sur les silos, je pense de notre côté, le point qui a été le plus important, c'était de communiquer et de pas casser les silos, mais en fait, notre manager, elle allait directement voir les personnes concernées et on n'a pas trop senti, j'ai eu l'impression, en tout cas personnellement, on n'a pas trop senti ces silos. On allait voir les commerciaux, on allait voir les équipes techniques et on se laissait pas prendre, entre guillemets, par les gros rouages d'OBS. Donc j'ai l'impression qu'on a réussi à casser un peu comme ça. Donc je dirais vraiment communiquer, aller voir les personnes en question et pas attendre juste que l'information, elle redescende à vous. Et pour la partie méthodo, justement, c'est aussi ce qu'on a essayé de mettre en place, de faire en sorte que ça soit de moins en moins les commerciaux qui... Alors, c'est eux qui vont vendre à la fin, forcément, parce que c'est leur métier, donc chacun son métier. Mais en tout cas, on a essayé d'intervenir le plus tôt possible sur les avant-ventes pour les accompagner, déjà leur expliquer comment on travaillait. Et du coup, après, c'était eux qui étaient demandeurs et qui venaient nous voir directement en disant j'ai un sujet, qu'est-ce qu'on peut faire en design? Donc, je pense que là, on a aussi réussi pas mal à ce niveau-là, mais en tout cas, les accompagner le plus tôt possible pour leur dire voilà, nous, par rapport au contexte qu'on a du client, je pense que ça serait bien de faire ça, ça, ça ou ça. Après, s'il fallait négocier, parce que forcément, il y a toujours des histoires de prix, on pouvait revoir la méthode, mais je pense que c'était beaucoup de communication qui a fait que les commerciaux avaient ce réflexe de venir nous voir quand il y avait du design et de parfois venir nous voir pour nous dire là, est-ce que vous pensez que c'est pertinent que vous interveniez ou pas? Je ne sais pas si tu veux compléter, Asni, ou si c'est complet. J'ajouterais aussi que, évidemment, qu'on s'adapte, on n'est pas dupe. Hein, on sait très bien que, comme j'avais mentionné, ce n'est pas une entreprise avec une maturité design très, très, très élevée. Après, c'est la réalité aussi du business. On est obligé de s'adapter tout en essayant d'apporter un peu notre pierre à l'édifice, d'évangéliser et de vendre toujours mieux. Il y a des déceptions. C'est sûr qu'un client qui vient avec un cahier des charges hyper précis, on ne va pas lui vendre de la recherche utilisateur, ça n'a pas de sens. C'est vrai que pour un UX designer, c'est le drame, mais finalement, on trouve de la valeur, par exemple, pour un UI designer qui apporte de la créativité, et on essaye de challenger différemment. C'est-à-dire que même si on ne peut pas challenger le cahier des charges, on propose au moins des ateliers où on intègre des parties prenantes ou des représentants métiers, parce qu'on est vachement sur du B2B, où on discute et on challenge. Et souvent, c'est juste poser des questions et on se rend compte que le client, il avait beau avoir un cahier des charges hyper précis, il y a des trous dans la raquette à chaque fois. Donc finalement, c'est ça, c'est trouver le bon équilibre. On n'est pas dupe, on sait très bien qu'on ne pourra pas toujours vendre tout le déroulé de l'UX designer, mais c'est là-dessus on essaye de capitaliser et c'est pour ça qu'on a recruté aussi des UI, c'est que au-delà du fait de ne pas proposer que du UX, mais aussi d'apporter de la valeur ajoutée parce qu'on dénigre peut-être un petit peu le travail de l'UI, mais on en a besoin et on le sait très bien. Ce qui fait, c'est ça qui est différencieux aussi, le résultat final, c'est là-dessus qu'il y a la différence. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu correctement aussi, mais voilà.
Ouais, si, ça me paraît très clair. N'hésitez pas à réagir dans le chat si jamais vous avez pour compléter les réponses. Une dernière peut-être question qui était à la suite. Alors vous l'avez déjà évoqué, mais on en avait parlé un tout petit peu, les rituels et les méthodes pour faire monter en compétence les designers juniors. Peut-être se faire un petit résumé un petit peu de tout ce que vous avez dit, à la fois de mélanger les compétences et les rituels. Pareil, j'y vais, Asni, si tu veux y aller, tu complètes. Je pense qu'il y a eu plusieurs choses, en tout cas nous, qui nous ont aidés. Après, faut nuancer aussi parce qu'on n'avait pas non plus la casquette de manager. Donc je pense qu'il y a des choses qui incombent aux managers, toute la partie formation, etc. C'était pas forcément nous qui gérions, mais en tout cas à notre niveau, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est déjà ce tableau en fait pour lister les compétences. Ça nous a permis d'essayer de faire monter en compétence certains designers en se disant voilà, tu as envie de faire de l'UI, on va essayer de te donner des petits projets au fur et à mesure pour que tu fasses de l'UI. Tu as envie de faire de l'UX, on va te donner un petit projet où il y a un atelier de cadrage en binôme avec quelqu'un pour voilà. Et donc le fait d'avoir déjà la visibilité sur ce que veut faire chacun, ça nous a permis de faire monter en compétence les personnes en question. Et puis après, c'est ce que disait Asni aussi tout à l'heure, c'est qu'on essayait de faire des binômes. Alors on ne pouvait pas tout le temps vendre un binôme, donc vendre par exemple 2 jours au lieu d'une journée pour qu'il y ait 2 designers sur le sujet, mais au moins essayer de planifier des points en se disant voilà, tel designer c'est son premier atelier de parcours, peut-être qu'on va mettre quelqu'un avec lui pour préparer l'atelier de parcours. Alors, il le fera lui tout seul avec son client, mais en tout cas, quelqu'un va l'aider à préparer ou quelqu'un va challenger ce qu'il a fait. Et je pense qu'on avait aussi une bonne dynamique dans l'équipe. Tout le monde était preneur des retours de chacun. Donc, il n'y avait pas que nous, en fait, en tant que lead, c'était aussi une dynamique de l'équipe pour aller challenger un petit peu ce que faisaient les autres ou pour aller demander de l'aide sur un sujet ou sur un autre. J'ai rien à ajouter, ouais, c'était ça, on les a mentionnés, cracking projet, c'est essayer d'identifier. C'est pour ça qu'il faut bien connaître les profils de l'équipe. Il y a des profils, il y a des gens qui vont naturellement demander de l'aide à tout le monde. Et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus introvertis, qui ont du mal, qui ont peur de faire une erreur, autant auprès du client qu'avec l'équipe. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de bien connaître son équipe, de savoir, de connaître leur personnalité et d'adapter en fait l'accompagnement en fonction de la personnalité. Donc il y a plein de manières de faire. Cracking projet, mais ça peut être quelqu'un qui a vraiment des difficultés à communiquer ou qui est très junior. Là, en revanche, c'est quelqu'un qu'on est obligé d'accompagner quasi de A à Z. Voilà, donc il y a aussi une part managériale. Évidemment, toute cette partie, on ne la gérait pas, mais c'est vrai que c'est adapter et essayer. On ne réussit pas surtout, il ne faut pas se mentir. Mais en plus des fameuses formations qu'on a l'habitude de proposer, c'est de monter en compétence là-dessus et de les lancer dans le grand bain le plus vite possible, sans trop de casse quand même. Ah oui, j'ai oublié de mentionner un truc, c'est qu'il y a aussi des projets sur lesquels qui ont, disons, sont un petit peu moins ambitieux. C'est bien de commencer là-dessus aussi. De se dire qu'on a la possibilité de faire des erreurs sur ces projets, on peut mettre quelqu'un qui a moins d'expérience. Voilà, excuse-moi, Vinciane. Non, je voulais juste ajouter un truc parce que je sais qu'on va pas pouvoir prendre beaucoup de questions, enfin beaucoup plus de questions, mais j'ai vu un truc dans le chat et je pense que c'est important de préciser. Il y avait une question sur le lead qui n'est pas responsable de l'expérience globale, mais en fait, je pense que je voulais juste préciser qu'on était dans un contexte assez particulier puisqu'on était dans une ESN. Donc en fait, je pense que le retour d'expérience serait à adapter si c'était dans un contexte produit. À mon avis, c'est pas forcément la même chose et je pense qu'il y a des petites spécificités, par exemple dans un contexte produit ou dans un contexte, dans une autre entreprise. Nous, c'est vrai qu'on était sur des projets un peu en mode agence, donc forcément, je pense que ça oriente aussi un peu le poste qu'on a appelé lead aujourd'hui. Voilà, c'était juste une petite précision. Ouais, et là, ce qui nous a vraiment très bien fonctionné chez nous, c'est là, on parle de silos, d'évangélisation, de nous mettre en avant en tant que designer. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnalité. Notre manager est quelqu'un qui a une forte personnalité, qui est très convaincante. Je pense qu'au-delà de ce... Alors, je ne dis pas qu'on est foutu, mais en tout cas, un designer avec une forte personnalité, qui a du contact facile et qui arrive à identifier les bons alliés au sein d'une entreprise, c'est le top, en fait, peu importe qu'il soit designer ou pas. Ça, c'est un des trucs qui a très, très bien fonctionné chez nous. Voilà. Bon, merci beaucoup pour ce partage. C'était hyper riche, c'était très, très intéressant. Je
pense que vous aurez sûrement pas mal de personnes qui vous contacteront pour avoir des informations supplémentaires. J'ai vu des demandes pour les templates, tout ça. Donc, comme l'ont précisé Asni, Vinciane et Juliette, n'hésitez pas à les contacter sur LinkedIn. On essaiera aussi de... Alors, bien sûr, cette émission va être accessible en replay très vite. On essaiera d'en reparler si on a l'occasion dans des petits articles. Donc, continuez à nous suivre si vous le voulez pour avoir plus d'informations. Voilà, je vous mets rapidement le lien pour découvrir nos formations pour ceux qui ne les connaissent pas et qui ont envie d'y jeter un coup d'œil. Vous allez aussi recevoir un mail automatique pour vous abonner à notre newsletter si vous en avez envie. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse et que vous voulez participer à d'autres événements comme celui-ci. Et puis voilà, pour moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Encore merci, Asni, Vinciane et Juliette, c'était vraiment top. Et puis, merci à tout le monde de nous avoir suivis. Ouais, merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup.